Comment est-ce que vous comprenez ce que nous vivons, Charles Gave? Ça fait un petit moment que je ne vous ai pas entendu. Entre votre dernier passage dans l'émission et aujourd'hui, pas mal de trucs ont changé. Effectivement, les questions, c'est y a-t-il un nouveau risque bancaire que personne n'avait vu? Est-ce qu'on est dans la situation d'une répétition de 2008? Tandis que l'on a épuisé l'arme des relances budgétaires, et tandis qu'on a épuisé une bonne partie de l'arme des politiques monétaires. Merci. D'abord, je vous remercie de m'inviter parce que quand je passe à Paris, vous avez la gentillesse de m'inviter, ce qui est une bonne chose. Et puis, la plupart du temps, dans chacune de ces émissions auxquelles j'ai participé, on a évoqué un des trois problèmes suivants. On a évoqué l'imbécilité de l'euro qui tue la croissance en Europe, à un moment ou à un autre. On a évoqué les politiques monétaires débiles de taux d'intérêt faux et de taux de change faux qui empêchent toute croissance, puisqu'il ne peut pas y avoir de croissance sans prix de marché. Et il nous est arrivé d'invoquer aussi la politique diplomatique extraordinaire des États-Unis. Je vous avais expliqué il y a 2 ans, quasiment jour pour jour, que le but de la Russie, c'était de prendre le contrôle avec l'aide des chiites du Moyen-Orient. Je me souviens de cette explication, effectivement. Et ça s'est passé exactement comme prévu. Donc, vous avez 3 erreurs gigantesques de politique économique qui datent des 15 dernières années, ou de politique diplomatique. Et comme disait le Croix Chirac, les emmerdements, ça vole toujours en escadrille. C'était Chirac, oui. Il semble bien que ces 3 foyers de misère sont en train de mûrir et ils vont risquer d'exploser tous les 3 à la fois. Alors qu'on ait un bear market dans ce cas-là, ça me paraîtrait pas très étonnant. Qu'on ne me dise pas une seconde que cette crise est plus faible que celle de 2008. Toutes les crises créées par ces erreurs de politique monétaire et diplomatique depuis 1998 sont plus graves à chaque fois. Il n'y a pas eu une crise. Chaque fois, la crise suivante est plus grave que la crise précédente. Comme cette fois-ci, c'est le cœur des politiques imbéciles, c'est-à-dire les banques centrales, qui risquent d'avoir un gros problème, eh ben, nous allons avoir une crise considérable, et puis voilà tout. Nous allons avoir une crise considérable. Qui va démarrer par quoi? Une crise considérable qui démarre par un recul des marchés, par un moment où les monnaies n'inspirent plus confiance, par une crise de banque centrale. Comment est-ce que ça se traduit, tout ça? Écoutez, il y a des gens qui ont aujourd'hui de l'épargne, des placements, qui se demandent un petit peu ce qu'ils doivent faire. Si vous voulez, ce qu'ils doivent faire, c'est qu'à partir du moment où les banques centrales ont décidé de tuer la monnaie, pour essayer de relancer l'activité, ce qui est une erreur conceptuelle inimaginable. Mais tous les pays qui ont voulu se relancer ont toujours dévalué leur monnaie, que ce soit au travers d'une banque centrale ou au travers d'un choix politique autrefois. Parce qu'elles suivent des politiques keynésiennes à la noix, mais la Suisse n'a jamais dévalué. Si vous voulez, il n'y a pas d'exemple que quelqu'un soit enrichi par une dévaluation. Vous volez de la croissance à votre voisin, mais ça ne crée pas de richesse. Non, ce que je veux dire, c'est assez simple. C'est qu'en tant qu'investisseur, puisque c'est la question que vous posez, vous pouvez acheter soit un contrat, quelqu'un qui vous repaiera, vous achetez une obligation française, vous avez un contrat avec l'État français qui vous repaiera à terme. Donc la dette publique, oui. Ou la dette privée, soit un morceau de propriété. Vous savez, vous êtes propriétaire, donc vous avez le choix quand vous êtes investisseur, soit vous achetez, j'en sais rien, j'y connais rien, des actions en liquide, soit vous achetez des obligations de l'État français. Si l'État français a des difficultés à vous repayer, il est évident qu'il va changer les termes du contrat contre vous. C'est un souverain. Et il va vous enfler. Ça paraît la moindre des choses. C'est ce qu'il fait avec des taux négatifs aujourd'hui. Donc, ce que j'essaie de dire aux gens, c'est ayez des promesses de paiement dans des pays qui vous paieront, il y en a encore quelques-uns, et ayez des morceaux de propriété. Donc des actions. Des actions. Partout. Je suis pas sûr qu'on... Elles bougeront beaucoup, mais elles vaudront toujours quelque chose. Donc, elles bougeront beaucoup. Aujourd'hui, celui qui a acheté des obligations grecques, il y a 5 ans, ça ne vaut rien. Le département du Trésor américain a fait de nombreuses erreurs sur l'évaluation du degré systémique de la crise, notamment Hank Paulson, je le rappelle, ancien patron de Goldman. Qui à l'époque est au gouvernement et c'est lui qui décide de ne pas sauver la fameuse... Oui, et puis même qui a fait... Qui était un concurrent de Goldman. Hein. Oui. Qui, pardon? Qui était un concurrent de Goldman, qui a peut-être pesé dans sa décision. Voilà, Je dois être le plus vieux ici. Une minute avant de marquer une pause, Charles. Bien sûr. J'ai connu tout un tas de bear market. Jamais les explications qu'on me donne au début pour la baisse du marché n'est la bonne. Jamais. C'est-à-dire qu'on m'explique qu'on baisse parce que le marché était un peu trop haut ou que les taux d'intérêt sont un peu montés. On découvre les raisons pour lesquelles le marché baisse à la fin. Et c'est les 6 derniers mois qu'on comprend exactement. En 1974, qui a été le plus grand bear market en termes réels que j'ai connu, puisqu'on a baissé de 75 ou de 90% à Hong Kong, tout le monde m'expliquait que
le marché était un peu haut, etc. En réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'on était à la veille d'une explosion inflationniste où on est passé de 2 à 12 en 12 mois à cause de la politique monétaire des États-Unis 2 ans avant. Personne en 73 ne parlait de ça. Donc, si les marchés baissent aujourd'hui, c'est qu'il y a un loup dans le marché et que, à ma connaissance, je peux vous le parier, s'il continue cette baisse, personne ne sait aujourd'hui pourquoi les marchés baissent. Vous non plus. Moi non plus, j'ai des doutes. Je pense qu'en fait, la réalité, si vous voulez, c'est tous les produits dérivés liés au pétrole. Il y a 4 000 milliards de dollars qui sont liés au pétrole. Ouais, dans les zones, dans les éléments KO, beaucoup de chiffres sur les conditions pétrole, des chiffres très impressionnants comme ça. Mais c'est 4 000 milliards de dollars des produits dérivés. C'est-à-dire que s'il y a une série de gens... Vous savez ce qui a créé la crise de 74, c'est quand AIG a sauté. AIG, c'était le réassureur de tous les produits dérivés. Quand tout le réassureur des produits dérivés a sauté, les produits dérivés, c'est un jeu à somme nulle. C'est-à-dire que tout le monde s'équilibre. C'est des assurances. À partir du moment où ça saute, où il y a un des gars qui saute, ça devient un jeu à somme négatif et tout se contracte. Donc je ne sais pas où est le jeu aujourd'hui. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? C'est la question que je vous pose dans un instant. Après, on aura quand même quelques sujets de politique intérieure, économique. Qu'est-ce qu'on fait? On fait du super taux négatif? On fait de la relance budgétaire? Certains commencent à y penser. Ou alors on baisse les salaires? Enfin voilà. Comment est-ce qu'on trouve... Pourquoi on ne retournerait pas à des prix de marché? On va voir ce qu'on peut voir. Justement, tourner vers le marché, c'est un réflexe naturel. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas certaines certitudes qui sont ébranlées aujourd'hui? Parce que ça marche. Oui. Regardez les banquiers centraux, la merdier dans lequel ils nous ont emmenés. Ça fait 15 ans qu'ils nous emmènent dans des désastres en désastres. On y va. Charles Gave, vous nous dites, c'est toujours à la fin qu'on comprendra. Par contre, vous êtes en train de nous expliquer très clairement que ce que l'on vit, c'est pas du pipeau et que ça va mal se terminer. Ben écoutez, encore une fois, je reviens à mon expérience historique. J'ai connu deux sortes de bear markets que j'appellerais le gentil ours brun, qui en général se passe parce que le marché était un peu trop monté, on perd 15-20%, 25%, et puis dans le fond c'est la pause qui rafraîchit. Et puis si vous regardez dans l'histoire, il y a ce que j'appelle les Ursus Magnus, les très gros ours, les Ursus Magnus, et là c'est du 45, 50, 55, 60, 70. Vous en avez un certain nombre. Et là votre grizzly, vous l'appelez comment? Aujourd'hui, celui-ci, à mon avis, il y a une bonne chance que ce soit un Ursus Magnus, parce que la quasi-totalité des Ursus Magnus ont été précédés par des allocations du capital complètement manipulées, soit par les banques centrales, soit par les gouvernements. Ce qui crée le bear market, c'est quand d'un seul coup le marché se réveille et se rend compte que la rentabilité attendue... On l'a berné. On l'a berné. Qu'on l'a berné, exactement. Oui, l'ours de Berne. Ok, on va pouvoir dire un mot de ce que font les politiques monétaires, de ce qu'elles peuvent encore faire. Vous savez très bien que si aujourd'hui on relève les taux, une montagne colossale de dettes obligataires fait défaut. Ben, écoutez, de toute façon, elles ne seront pas payées. Vous faites n'importe quel Excel sur l'Italie, la France, etc. Il n'y a strictement aucune chance que les dettes soient jamais remboursées. On a toujours lissé notre dette et remboursé nos échéances depuis quand même de très nombreuses années. On n'a pas fait défaut comme avec les assignats en 1796 de manière récente. On avait fait la faillite des 2 tiers en 1793. On n'en est plus là, mais regardez ce qui s'est passé sur la dette grecque. Ils ont perdu beaucoup. Et je vous signale que la Grèce est en train de rentrer à nouveau en récession. Donc j'ai entendu dire qu'on avait réglé le problème souverain en Europe. Rien n'est réglé en Europe. L'Italie, la dette des banques italiennes aujourd'hui, les prêts non porteurs, les prêts non payés, les mauvais prêts, c'est aujourd'hui 22% du PIB italien, pas du capital des banques, du PIB. Comment voulez-vous que ce soit remboursé? 22%. L'industrie italienne s'est endettée. Elle est incapable de rembourser compte tenu du taux de change, c'est un effet secondaire de l'euro, et donc le système italien bancaire aujourd'hui est en faillite. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Jean-Pierre Petit, est-ce que vous achetez, encore une fois, la vision quand même super noire de Charles Gave sur le fait que, voilà, vous me décrivez... On arrive au moment où il va falloir payer la note. Voilà. C'est pas exactement la même économie, on n'est pas au même niveau de mondialisation, on n'a pas exactement les mêmes... On était plus mondialisé en 14 qu'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est-à-dire que le commerce international était beaucoup plus important en 1914 qu'il était aujourd'hui. Un pourcentage des PIB, etc. C'est les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt, quand j'ai appris à l'université de Toulouse, que j'ai commencé mes études, ça sert à nous compenser pour l'incertitude du futur. C'est-à-dire que, dans le fond, voilà, on vous paye des taux d'intérêt parce qu'on essaye de ne pas vous faire consommer aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire en termes clairs? Ça veut dire que si les taux d'intérêt deviennent négatifs, philosophiquement, ça veut dire que le futur est plus certain que le présent. Ce qui est une imbécilité logique foudroyante. Donc comment voulez-vous qu'un système économique fonctionne avec une imbécilité logique foudroyante? S'imaginer qu'en baissant les taux d'intérêt, c'est penser que le monde est symétrique par rapport à des taux d'intérêt négatifs ou positifs, c'est symétrique. Ça n'est pas vrai, le monde n'est pas symétrique par rapport aux taux d'intérêt. Et s'il continue à baisser les taux d'intérêt, les gens vont se mettre en billets, la vélocité de la monnaie va s'écrouler, on va aller à moins 10% d'inflation. C'est tout. C'est pour ça que certains veulent supprimer le cash.
pour vous obliger effectivement à consommer ou à investir, et pour que vous n'ayez pas la possibilité. Et ce sont les mêmes qui nous mettaient dans des camps de concentration il y a 40 ans. Elles vont créditer notre compte à la banque, elles vont faire de l'hélicoptère-monnaie. C'est quand même. Non, mais vous pensez que ça peut exister? Mais la banque des Japon a commencé. L'hélicoptère-monnaie, bien sûr. Et puis c'est le rêve de tous les politiciens, pouvoir distribuer de l'argent directement. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'on émette des billets avec des dates limites de consommation sur les billets, de manière à forcer à consommer votre billet le 31 décembre? Si on balance des billets, de toute façon, il faut mettre une date de validité, parce que sinon ça marche pas, ça va dans les coffres. Donc bien sûr qu'il faut mettre des durées de validité limitées. Dans ce moment-là, si ça se passe, il faut acheter de l'or. Ah bah bien sûr. D'ailleurs, est-ce qu'on est en train de raconter quelque chose qui dépasse l'entendement normal de quelqu'un de classique? On devrait faire ce que faisait Staline. Simplement, on annule tous les anciens billets. Bon, alors Charles Gave est en train de plaider pour le retour à Staline. Donc non, c'est là où ça nous amène. C'est là où ça amène. Vous annulez Staline quand il avait fait trop de billets. Ce qu'il faisait, c'est une fois tous les 10 ans, il annulait tous les billets. Non mais Jean-Pierre, vous êtes sérieux? Pour citer un moment, est-ce qu'on peut un moment dans l'histoire de France, depuis mettons Pompidou, où le poids de l'État dans l'économie ne soit pas monté sur un intervalle de 4 ans? Non. Une seule fois. Non. Donc ça ne s'est jamais produit. Non. Donc on ne m'explique pas que la demande publique règle le problème, puisque la France est de tous les pays celui qui a le taux de croissance le plus bas. Même Benoît Cœuré, le français au directeur de la BCE, se dit peut-être qu'on est allé trop loin sur la politique de l'offre. Ça en France, au global. Benoît Cœuré est un fonctionnaire. Oui. Donc il plaide pour l'accroissement du rôle des fonctionnaires. Ça me paraît bien normal. Charles Gave, il est quand même un peu déconnecté des vieux réflexes un peu antédiluviens de nos élites françaises. Est-ce que vous croyez que Trichet a jamais été déconnecté de ses réflexes de fonctionnaires? Entre vous et moi. On va la voir cette loi, Léonidas. Le 9 mars, elle sera là. On verra si c'est Et les décrets d'application ne sont jamais publiés. C'est en général comme ça que la fonction publique réussit à bloquer tout, c'est qu'il ne publie pas les décrets d'application. Donne l'illusion de la réforme au Parlement et ensuite les décrets ne passent pas. Effectivement, c'est comme ça qu'une réforme votée en apparence n'existe pas. On a vu ça tellement souvent. Non, mais à quoi ça peut ressembler? Qu'est-ce qu'on peut encore faire? Je crois tout simplement qu'on arrive à la fin d'une période historique. Vous me l'avez déjà dit, ça. On arrive tranquillement. Vous savez, je crois que la durée de vie des institutions humaines, c'est 70 ans. C'est ce que j'ai toujours dit. Vous endormez en 1790, vous réveillez en 1820, vous comprenez rien. Vous endormez en 1890, vous réveillez en 1920, vous comprenez rien. Vous vous endormez en 1990, vous vous réveillerez en 2020, vous comprendrez rien. Déjà, l'Union soviétique a disparu, etc. Donc je crois qu'on a bâti toute une série de choses, comme les systèmes sociaux en Europe et tout, qui font 75% des systèmes mondiaux avec 20% du PIB. Il va y avoir toute une série de choses qui vont changer. Mais celui qui était capable de prévoir en 1790 qu'il allait être en 1820, il était fou. Ce qu'il faut, c'est rester flexible. On rentre dans une période où des tas de choses dont on pense qu'elles sont pérennes vont disparaître. Nous rentrons dans une période révolutionnaire. C'est pas forcément dramatique ce que vous me dites. Pas du tout. Au contraire, ça donne un avantage extraordinaire à la flexibilité. C'est-à-dire que c'est très embêtant si vous êtes embauché par un État. Pas très embêtant si vous êtes embauché par une entreprise de qualité. Aujourd'hui, les seuls qui ont la possibilité de prendre des décisions réelles et sérieuses à portée mondiale sont les banquiers centraux. Je donnerai ma démission, moi. Si vous étiez quoi, banquier central, vous démissionneriez? Je démissionnerai parce que je serai arrivé à la fin de mon parcours. Ce que j'ai fait n'a pas marché. Ce que je vais faire dans le futur ne va pas marcher. Et je vais finir pendu sur la place publique. Démissionner, ça veut dire que vous ne. Je voudrais juste rajouter. Ça veut dire que si on est sorti, l'Union soviétique n'avait pas de solution.